Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 7 juillet 2022, encore une fois au lendemain d'une séance volatile. On a pris connaissance des minutes de la Fed hier soir et ça a tout de même renforcé le sentiment sur les indices boursiers. La détermination de la Fed semble rassurer les investisseurs. On a eu un nouveau creux sur le métal jaune, sur l'or, qui a cassé la borne inférieure du biseau d'élargissement. C'est le renforcement du dollar américain qui a envoyé l'or au tapis. Un dollar américain sur des sommets inégalés depuis 20 ans. On est à des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis 2002 et donc un euro-dollar qui s'approche dangereusement de la parité. Vous l'aurez compris, la séance a été plutôt volatile hier. Les indices européens ont terminé la séance dans le vert, un DAX qui rebondit de 1,56%, tiré par des hausses de plus de 3% des actions du commerce de détail et de la tech, suite aux données solides sur les commandes d'usines en Allemagne et la production industrielle pour l'Espagne également rassurante. En revanche, les ventes de détail de la zone euro ont déçu. Le FTSE lui a bondi de 1,17%. Suite à une séance volatile, parce que effectivement, il y a donc un risque politique au Royaume-Uni, mais les investisseurs ont choisi d'ignorer les perspectives de Boris Johnson face à un autre vote de confiance à la suite de démissions au sein de son cabinet. Alors, à Wall Street, on a oscillé entre hausse et baisse après un ensemble de données économiques plutôt mitigées, des minutes au quiche du FOMC, mais les décideurs de la Fed ont continué d'anticiper que des hausses continues des taux des fonds fédéraux seraient appropriées. Ils ont soutenu une hausse de 50 ou 75 points de base pour le mois de juillet. Il faut noter que les représentants de la Fed sont prêts à adopter une position tout de même plus restrictive si les pressions inflationnistes élevées devaient persister. Alors, cette détermination de la Réserve fédérale américaine a, comme nous l'avons dit au début, encouragé, boosté l'appétit pour le risque des investisseurs. À noter également la baisse du pétrole dans un contexte de volatilité accrue. Le WTI a chuté de 2,5% hier après avoir plongé de plus de 8% la veille. Le Brent lui a chuté de 4,5%. Il est aux portes du seuil psychologique majeur des $100 le baril, malgré le fait que les travailleurs norvégiens du secteur pétrolier et gazier aient mis fin à la grève après l'intervention du gouvernement. On notera que le Kazakhstan a déclaré que des options se présentaient à lui afin de renverser la décision du tribunal russe de suspendre le CPC, on en a parlé rapidement hier, ce Caspian Pipeline Consortium, pendant 30 jours. Alors ça mettrait encore à plus rude épreuve la crise que nous vivons actuelle, la crise historique sur le marché pétrolier, bien que effectivement, selon certains rapports, les exportations se poursuivent tout de même. On notera que Bloomberg rapporte que les États-Unis et leurs alliés envisagent de plafonner les prix du pétrole russe dans la fourchette de 40 à 60 $. Parce qu'effectivement, la crainte à l'heure actuelle, c'est de voir une destruction de la demande. C'est ce qui, les craintes de récession, de destruction de demande sur le marché pétrolier ont poussé les prix en profonde baisse. Alors, on en a parlé hier de cette estimation de Citi qui voit le pétrole à 65 $. Bien entendu, une chose que je n'ai pas précisée hier, cette estimation pourrait se concrétiser si effectivement il y avait des actions des pays membres de l'OPEP ou des États-Unis. Cette estimation, je pense, ne prend en compte aucune intervention de pays producteurs quels qu'ils soient. Un mot sur la pandémie, parce qu'effectivement, c'est un retour en force du Covid, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Et les autorités de Pékin ont annoncé que pour accéder au centre sportif au lieu de divertissement, il faudra être vacciné. Il y a un bond considérable des nouveaux cas de Covid à Shanghai. Donc le spectre du Covid-19 malheureusement est de retour et donc cette nouvelle vague frappe de plein fouet la Chine et cela ne va pas arranger le sentiment de marché car effectivement cette crainte est de retour et c'est le retour d'un catalyseur baissier qui vient s'ajouter à ceux qui agissent déjà sur le sentiment de marché. Donc voilà pour le sentiment, pour le contexte général de marché, beaucoup de choses à dire après ces deux dernières séances extrêmement volatiles. Alors à présent, on va faire un point sur les indices boursiers.
Alors tout d'abord le DAX qui retrouve des couleurs, c'était assez tendu pour le DAX parce qu'on est allé casser ici une oblique haussière que je viens de tracer hier dans l'après-midi qui reliait ces deux différents creux. Donc effectivement c'était un signal d'alerte, mais ce qui vient peut-être rassurer quelque peu, c'est le fait que l'on n'a pas franchi le précédent creux. Donc on a ici un double creux. Même si d'un point de vue technique, ce double creux est un peu trop profond par rapport à l'amplitude du mouvement précédent. Vous voyez, le creux représente 61,8% de la totalité du mouvement. Donc, d'un point de vue théorique, ce n'est pas un double creux, mais le fait que l'on n'a pas cassé ce support vient donner espoir d'un éventuel rebond, car effectivement c'était assez négatif, c'était baissier de venir casser cette oblique haussière qui vient relier les récents creux. Donc un DAX qui semble retrouver des couleurs en ce début de séance européenne, et comme on va le voir sur les indices boursiers, il y a des obstacles. Alors pour les indices européens c'est différent, parce qu'effectivement, on a un nuage journalier très éloigné, donc une possibilité de progresser assez importante. En données H4, on a tout de même un nuage extrêmement proche. On va le voir pour les indices américains, la situation est différente. On est sur le point d'avoir des signaux d'achat, donc des sorties de nuages par le haut. Ici en données H4, on peut voir une résistance, on aura certainement une résistance qui va se matérialiser aux portes des 12 900 points, mais si on traverse le nuage en données H4, la prochaine résistance est plutôt éloignée, on va le voir, ce sera notre nuage Ishimoku en données journalières que je vais ajouter de ce pas sur notre graphique H4, parce que je vous rappelle que la plateforme Xstation 5 vous permet de le faire. Donc voilà mon nuage journalier, mais pour une meilleure visibilité, j'ai pour habitude de retirer Tenkan, Kijun et Shiku Span et de changer la couleur de ce nuage-là pour pouvoir le différencier de mon nuage H4. Et ce sera donc la résistance à aller chercher si on arrive à traverser le nuage H4. Donc c'est plutôt, on a une très belle marge de manœuvre ici, mais ce n'est pas dit, il faut réussir à franchir ce niveau-là. Tout d'abord le retracement de Fibo à 23,6% et ensuite notre nuage Ishimoku. Le Nasdaq, alors la configuration est différente pour les indices américains, donc nous l'avons dit, un nuage Ishimoku journalier beaucoup plus proche. Alors qu'en données H4, on est sur le point, on a même un signal qui est déjà validé ici pour le Nasdaq, vous voyez, sortie de nuage par le haut, validé par la lagging span. Et ma prochaine résistance, c'est mon nuage journalier qui se situe aux alentours des 12 330 points. Concernant le S&P 500, la configuration est similaire, vous voyez, en données journalières. On est en train de poursuivre le rebond de ce début de semaine. Un signal Ishimoku d'achat validé par la lagging span. Et donc, première résistance. C'est ma Kijun journalière 3917, dernier rempart avant le seuil psychologique des 4000 points pour le S&P 500. Pour le Dow Jones, une configuration technique similaire, sur le point de valider le signal. Et on pourra aller chercher mon nuage Ishimoku en données journalières 32 200 points. On passe à présent très rapidement sur le compartiment des crypto-monnaies parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Pas de mouvement notable sur le marché des cryptos. On poursuit à l'intérieur de ce range pour le Bitcoin avec des résistances qui viennent peut-être créer une certaine pression sur les cours. Malheureusement, à un certain moment, on aura énormément de résistance à franchir car on aura cette Kijun, cette moyenne mobile et ce nuage qui viendront renforcer la borne supérieure de notre range. D'un point de vue court terme, sortie de nuage par le haut, on est très loin de la validation du signal qui nous serait donné par la lagging span si elle arrive à son tour à sortir du nuage par le haut. Alors je vous rappelle que les signaux Ishimoku sont très simples, on attend un déséquilibre. Lorsque les cours sont dans le nuage, cela veut dire que les cours sont à l'équilibre, donc on ne fait rien parce que le but d'un trader c'est quoi? C'est de capter les déséquilibres de marché pour les monétiser, pour les transformer en gains. Donc si on est à l'équilibre, il n'y a pas de déséquilibre à capter. En revanche, lorsqu'on sort du nuage par le haut ou par le bas, cela indique un déséquilibre des marchés et donc il y a donc des opportunités à ce moment-là. Mais après ce déséquilibre, il nous faut une validation de notre signal par la lagging span qui doit également se désengager du nuage.
La lagging span est une sorte, on peut la voir comme un filtre. Elle va nous filtrer les bons signaux des faux signaux. Et donc ce filtre, hein, c'est simplement lorsqu'elle arrive à faire comme les cours, en quelque sorte, c'est-à-dire à sortir du nuage. Mais concrètement, c'est lorsqu'elle n'a plus d'obstacles sur son passage. Et ici, si elle parvient à sortir du nuage, comme on peut le voir, il n'y aura plus d'obstacles. Quels sont les obstacles qu'elle pourrait rencontrer éventuellement? C'est notre Tenkan, notre Kijun, notre nuage. Et ici, il n'y aura aucun élément sur sa route. Et donc, ce sera une validation du signal qui nous a été donné précédemment par la sortie de nuage. Donc voilà pour cette petite parenthèse théorique. Concernant l'Ether également, on est en range, on se stabilise au-dessus du seuil psychologique des $1000 avec un gros support à 1080, mais une résistance ici qui vient exercer une certaine pression. C'est la Kijun. En données court terme, pareil, hein, en données H4, on a une sortie de nuage par le haut. On attend la validation par la lagging span, ce qui pourrait nous renforcer nos convictions. Et donc, on va essayer de capter ce déséquilibre si la lagging span valide le signal d'achat qui nous est donné par la sortie des cours, la sortie par le haut du nuage. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, on va commencer par l'or en données hebdomadaires. Donc là, la situation change complètement. Je vais peut-être passer rapidement en données journalières, en données H4, pardon. Ici, souvenez-vous, hier matin, on était en train de tester la borne inférieure de ce biseau d'élargissement. Alors là, je pense que la situation est vraiment critique. Il y avait plus de chances. Alors, le ratio risque-rendement favorisait les acheteurs à ce niveau-là parce qu'on n'avait pas eu de cassure. Et donc, la probabilité d'un rebond était très élevée. Mais les vendeurs ont pris la main. Le dollar a poussé leur plus bas, entraînant une cassure de cette borne inférieure du biseau d'élargissement. Et ça change les perspectives pour l'or, parce qu'à l'heure actuelle, on pourra avoir une perte de contrôle du marché. Ces biseaux d'élargissement, on s'en méfie, on en a détecté à maintes reprises sur le DAX, et vous vous souvenez le résultat de ces cassures. Lorsque les cours cassent un biseau d'élargissement, il y a une perte de contrôle du marché. Alors je me permets de revenir très rapidement sur le DAX pour illustrer mes propos, notamment pour nos nouveaux auditeurs, les auditeurs les plus anciens se souviennent de ces configurations-là. La première fois que l'on a détecté un biseau d'élargissement sur le DAX, vous voyez, c'était avant la propagation du Covid en Europe, et lorsqu'on a cassé la borne inférieure, on a eu une perte de contrôle du marché. Et donc on a marqué un creux ici, et c'est l'effondrement qui a suivi la fermeture des frontières avec différents pays, et donc le repli généralisé des actifs risqués. On a eu un second biseau d'élargissement qui s'était récemment formé, et lorsqu'on a cassé la borne inférieure, encore une fois, perte de contrôle du marché, et on allait marquer un creux. Donc c'est pour cela que effectivement la cassure de la borne inférieure sur le gold de ce biseau d'élargissement pourrait entraîner une perte de contrôle du marché pour le gold. Même si le gold normalement se comporte très bien en période de crise, on pourra avoir cette fois-ci quelques surprises. Donc éventuellement un pullback. Il faut absolument réintégrer la figure, sinon dans ce cas-là, les perspectives seraient extrêmement baissières. Et cette vision-là, cette information que nous donne le biseau d'élargissement est confirmée en données hebdomadaires. Qu'avons-nous en données hebdomadaires sur le gold? Donc ça, c'est du journalier. Je passe en hebdo. Vous voyez ici, on a tout de même, alors je vais pousser ces éléments-là, on a tout de même un double sommet, un double top en hebdomadaire. Voilà le premier top. Voilà le second top, un double top qui s'est fait sur des records historiques. Ici, ce qu'il est intéressant de noter, première chose, donc premier élément technique que l'on peut noter sur le gold en données hebdo, le double top. C'est baissier si on casse la ligne de coup. Je vous rappelle, c'est la règle. Si on casse la ligne de coup de ce double top, l'objectif théorique, et il me semble sous les 1300 $ le baril, sous les 1300 $ l'once. Voilà, à 1280, en reportant la hauteur de la figure. En plus de cela, à l'heure actuelle, en données hebdo, nous avons un signal de vente Ishimoku. Vous voyez la traversée du nuage par un twist, c'est-à-dire par une faiblesse de nuage.
un niveau où le nuage était relativement fin. Donc ici, c'est un signal de vente validé par la lagging span. Ça nous fait déjà deux éléments techniques, dont un premier qui doit être confirmé par la cassure de la ligne de coup, hein, c'est ce double top, et un second signal qui a déjà été confirmé, validé par la lagging span. Donc prudence. Sur le gold, si on venait à casser les 1680 $ l'once, je suis persuadé, j'ai des convictions très fortes que l'on aura un repli considérable sur le gold qui confirmerait la perte de contrôle du marché qui nous est indiqué ici par ce broadening pattern, par ce biseau d'élargissement. Donc vous voyez ici, on a mis bout à bout des éléments techniques qui nous sont fournis par le graphique H4, mais également par le graphique hebdomadaire qui a beaucoup plus de force. Les signaux hebdomadaires sont beaucoup plus pertinents que les signaux journaliers, que les signaux H4, que les signaux H1. Donc ici, nous avons vraiment une configuration alarmante qui pourrait aboutir à un gold à des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis 2019 et très exactement depuis mai 2019. Donc voilà pour ce point sur le gold, hein, ça change tout, hein, cette cassure de la borne inférieure du biseau d'élargissement, alors qu'hier nous avions un ratio risque-rendement qui favorisait les acheteurs au niveau de cette borne inférieure qui tenait bon, qui tenait les prix, mais la force du dollar a permis une cassure de la borne inférieure de ce biseau d'élargissement. Donc voilà pour ce point technique détaillé sur le gold. Donc il fallait le faire hein, parce qu'on a eu, ça change absolument tout. C'est un signal qui nous est donné H4, un signal qui pourrait être confirmé en données hebdo. On passe à présent sur le pétrole, un pétrole très difficile à trader dernièrement. Mouvement de reprise, on est tout de même sous les 100 $ le baril. Et si ça arrive également au Brent, hein, je pense qu'on pourrait aller chercher éventuellement les 85 $ le baril. Donc, vous voyez l'effet d'une éventuelle destruction de la demande. Pour le moment, on tient bon. Attention à la cassure des 93,15 environ. Vous voyez que c'est un important support qui a permis précédemment, lors des précédentes chutes du pétrole, qui a permis un rebond. Donc c'est ce niveau qu'il faudra surveiller. Si on casse ce niveau, c'est direction 85 $ le baril. Donc prudence sur le pétrole, les baisses pourraient se poursuivre en cas de cassure des 93,15 environ, un niveau qui a permis le rebond des cours du pétrole WTI en mars 2022 et en avril 2022. Qu'en sera-t-il en juillet 2022? À suivre hein, si les vendeurs parvenaient à reprendre la main sur ce marché-là. À présent, la cible des acheteurs, ce sont les 100 $ le baril. Il faut à tout prix réussir à passer au-dessus pour éventuellement rallier les 105 $. Donc voilà pour le marché des matières premières. Peut-être un mot sur le café ici. Le café qui pourrait éventuellement rebondir à ce niveau-là. C'est un palier d'SSB qui pourrait correspondre à la borne inférieure de ce drapeau. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce genre de figure, on en sort par le haut et ça permet de reprendre le mouvement haussier initial. Et donc, vous l'aurez compris, un achat à ce niveau-là serait optimal. Concrètement, si cette figure venait à se réaliser, le meilleur point d'entrée possible serait ici, si l'on arrive à avoir une cassure à ce niveau-là, parce que effectivement, vous voyez, un rebond à ce niveau avec un nuage relativement faible ici pourrait favoriser la traversée du nuage. Et si on parvient à casser la borne supérieure de cette figure en drapeau, alors dans ce cas-là, l'objectif serait plutôt éloigné parce que selon la théorie, on devrait dupliquer le mouvement initial. Et donc, cela pourrait aboutir à un café relativement élevé ici et donc permettre de marquer des nouveaux sommets. Donc, on va suivre le café avec attention prochainement. Le café qui est très souvent soumis hein, aux aléas climatiques au Brésil. Hein. Je vous rappelle que le café que l'on propose chez XTB, c'est l'Arabica. Donc, il faut suivre les fondamentaux du Brésil. Il y a également un lien avec l'USD BRL, donc la monnaie, le réal brésilien. Donc, on va se pencher sur le café, bien entendu. On l'a fait précédemment, très souvent, l'année dernière. Et je pense que cette matière première pourrait revenir sur le devant de la scène prochainement. On va terminer sur le marché d'échange avec
avec un billet vert qui confirme sa suprématie, un billet vert qui retrouve des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis 2002. On est sur des sommets de 20 ans concernant le billet vert. Cela rapproche dangereusement l'euro-dollar de la parité, une hausse ininterrompue, vous voyez, en données hebdomadaires depuis la formation ici de ce double creux. Souvenez-vous, on suivait avec attention cette formation-là, on a eu une cassure de la ligne de coup sortie par le haut du nuage, et à l'heure actuelle, quelques mois plus tard, nous sommes sur des sommets, sur des niveaux qui n'ont pas été atteints, qui n'ont pas été revisités depuis 2002. Et donc, prudence lors du NFP. Le NFP pourrait donner davantage de carburant au haussier. Et si on atteint la parité, même si effectivement, comme je le dis assez souvent, c'est un scénario je ne suis pas convaincu par la parité euro-dollar au cours des prochains jours. Mais la seule chose qui pourrait permettre la parité, et donc un euro-dollar à 1, nous sommes déjà à 1,018, ce sera le rapport NFP, le rapport sur le marché de l'emploi aux États-Unis, qui est publié chaque premier vendredi du mois et qui sera publié dès demain. Donc je pense que ce sera vraiment l'élément déterminant. On a tout de même aujourd'hui la BCE également. Le procès verbal de la BCE. Si l'euro-dollar se replie, ce n'est pas seulement à cause du biais vert qui se renforce considérablement, qui est recherché par les investisseurs. Il y a également l'euro qui se replie. On a une divergence de politique monétaire entre la Réserve fédérale américaine et la BCE. La BCE fait face à des problématiques différentes par rapport à la Fed, parce que la BCE doit également combattre l'inflation, à l'image de la Fed qui doit également permettre le plein emploi aux États-Unis. Mais la BCE a un problème, c'est que la zone euro est beaucoup plus exposée à ce conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie, et donc il y a une divergence de politique monétaire qui entraîne une hausse du billet vert et un repli de l'euro, et le résultat c'est un euro-dollar qui se rapproche de la parité. Est-ce qu'on va atteindre cette parité demain? Tout dépendra du NFP. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. On se donne rendez-vous dès demain, jour de NFP. Et c'est demain donc qu'on aura la réponse. Parité euro-dollar, oui ou non? C'est le NFP qui tranchera. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne séance de trading et je vous donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Au revoir.